Sa vie quelque sorte à l'intérieur des gens à qui vous parlez, et c'est vraiment une façon pour eux de communiquer avec vous. J'ai aimé Wonder Woman. Je n'y avais pas vraiment pensé depuis de nombreuses années, jusqu'à ce que ce mouvement MeToo arrive. C'est une de ces choses que vous mettez, vous savez, dans votre rétroviseur. Ainsi, 1976, Linda Carter n'était qu'une autre actrice difficulté, prête à tout pour un rôle. Lorsque Francis Ford Coppola lui a offert un rôle dans Apocalypse Now, elle a dit oui à quelque chose qui entrait son héritage. Elle a posé pour des photos qu'aucune grande star n'oserait faire aujourd'hui. Mais le destin avait d'autres plans. Un énorme typhon a frappé les Philippines et a détruit le plateau de tournage. Carter a dû partir immédiatement, ce qui s'est passé ensuite l'a propulsée au rang de superstar tant que Wonder Woman. Mais ces photos des Philippines, elles sont toujours là, cachées à la vue de tous. Linda Carter est née le 24 juillet 1961 à Phoenix, Arizona, sous le nom complet de Linda Jane Cordova Carter. Son héritage était un mélange de racines mexicaines, anglaises et écossaises-irlandaises. Sa mère, Juanita, venait de Salamanque, au Mexique, et travaillait comme secrétaire tout luttant contre l'alcoolisme. Son père, Colby, dirigeait une petite entreprise d'électricité qui subvenait à peine aux besoins de leur famille. Ils vivaient dans une maison modeste d'une valeur d'environ 8 000 $ dans un quartier ouvrier, et les défis de leur héritage métissé pendant les années 1950 ont façonné une grande partie de la jeunesse de Linda. Les directeurs de casting ont admis plus tard qu'ils n'étaient pas sûrs de son potentiel à l'écran, car ses pommettes saillantes et ses traits foncés ne correspondaient pas aux normes de beauté typiques d'Hollywood. Pourtant, ces mêmes traits la distingueraient un jour et l'aideraient à obtenir le rôle qui l'a rendue célèbre. Son amour de la scène a commencé quand elle n'avait que 5 ans. 1956, elle est montée sur une petite scène à la foire de l'État de l'Arizona, tenant un microphone presque aussi gros qu'elle. Elle a chanté la ballade Frankie and Johnny, une chanson qui racontait l'histoire choquante d'une femme abattant son amant infidèle. Ce choix inhabituel a stupéfié la foule et les juges lui ont attribué la première place, ainsi que 25 $, ce qui équivaudrait à environ 280 $ aujourd'hui. Sa mère l'avait inscrite secret au concours, espérant un peu de revenus supplémentaires. Cette seule performance a allumé une flamme chez Linda, et elle a passé son enfance à chanter lors d'événements religieux, de centres communautaires et même dans des émissions de télévision locales. À 8 ans, elle gagnait jusqu'à 20 $ chaque week-end interprétant sa chanson préférée, How Much Is That Dog in the Window? Tant de fois, elle a perdu le compte. Ses premières expériences lui ont appris à captiver un public. Des années plus tard, 1972, elle a participé au concours Miss Monde USA à Miami tant que représentante de l'Arizona. Beaucoup la voyaient comme une grande favorite, mais derrière le glamour, l'événement était embourbé dans la corruption. Des rapports ont révélé plus tard que des pots de vin ce dépôt de vin a été versé à certains juges et que les gagnantes étaient souvent choisies pour leur potentiel de commercialisation plutôt que pour leur équité. Linda a atteint les demi-finales, mais est repartie anéantie, sombrant dans des semaines de désespoir, alors qu'elle envisageait d'abandonner complètement le divertissement. Elle l'a décrit plus tard comme le moment le plus dévastateur de sa jeune vie. Mais au final, cette déception l'a libérée du monde des concours de beauté et l'a poussée vers le métier d'actrice où elle pouvait faire sa propre marque. Avant sa percée, elle a enduré la dure vie d'une chanteuse de cabaret. De 1970 à 1973, elle s'est produite 6 soirs par semaine dans des salons enfumés et de petits casinos. D'abord à Phoenix, puis à Las Vegas. Au Torch Lounge de Phoenix, elle chantait pour aussi peu que 50 $. 50 $ la nuit, souvent devant un public de seulement quelques personnes. À Vegas, elle a décroché des emplois dans des casinos plus petits comme The Mint et El Cortez, où le salaire était légèrement meilleur. Mais les conditions ne l'étaient pas. Elle partageait des loges avec des humoristes et des stripteaseuses,
dormait dans un motel délabré et avait parfois besoin d'injections de stéroïdes pour garder sa voix forte à travers la fumée de cigarettes. Un soir à Reno, un ivrogne a lancé une bouteille de bière qui a failli lui fracasser la tête. L'argent suffisait à peine à survivre, mais ces années lui ont appris la résilience et comment se connecter avec une foule. Des leçons qu'elle a emportées dans sa carrière d'actrice. Sa vie personnelle a changé 1964 lorsqu'elle a épousé Ron Samuels, un puissant agent de talent hollywoodien de 15 ans son aîné. Leur somptueux mariage à Beverly Hills avait l'air glamour à l'extérieur, mais à huis clos, le mariage était contrôlant et douloureux. Samuels gérait presque tous les détails de sa vie, de ses décisions de carrière aux vêtements qu'elle portait, tout prélevant une part importante de ses revenus. Il a négocié son contrat pour la série Wonder Woman à 5 000 $ par épisode, mais il a gardé une partie inhabituellement importante de son chèque de paie pour lui. Au fil du temps, Linda a découvert qu'il avait pris encore plus d'argent dans son dos. Le mariage s'est terminé après 5 ans, la laissant dans une lutte acharnée pour récupérer ce qu'elle avait perdu, tant financièrement qu'émotionnellement. Francis Ford Coppola était au sommet de sa gloire après le succès du Parrain, et ce succès lui a donné la liberté de prendre des risques avec son prochain projet, Apocalypse Now. L'un de ses choix les plus audacieux a été de confier à la jeune Lynda Carter le rôle de Miss May, l'une des playmates de Playboy dans la légendaire séquence du spectacle de Lusso. Carter s'est envolée pour les Philippines au début de 1976 où Coppola avait fait construire un immense décor juste pour la scène. L'idée était de capturer le moment surréaliste où des playmates divertissent les troupes au Vietnam et où l'excitation dégénère. Pendant son bref séjour sur le plateau, Carter a posé seins nus pour un faux centre de table Playboy créé comme accessoire pour le film. La photo, surdimensionnée d'environ 23 pouces sur 11 pouces, était conçue comme un véritable dépliant de magazine avec des blagues de soirée et du texte de remplissage au dos. Ces images restent les seules photographies de nu de toute sa carrière, ce qui fait une pièce curieuse de l'histoire du cinéma. Même après son départ, Coppola a conservé son centre de table dans la version finale. On peut encore l'apercevoir dans les scènes à bord du bateau de patrouille, une petite mais durable trace de sa présence dans l'une des plus célèbres épopées guerrières du cinéma. Son départ n'était pas prévu. Mais 1976, le typhon Olga a frappé les Philippines avec des vents atteignant 150 km/h. Certaines régions ont été inondées par 50 pouces de pluie et la destruction a été accablante. À Eba, où Apocalypse Now était tourné, jusqu'à 80% des décors élaborés ont été détruits, y compris l'immense scène de l'USO. La tempête a tué 375 personnes, a laissé plus de 1,3 million de sans-abri et a causé environ 70 millions de dollars de dégâts. Sur le plateau, les générateurs ont été inondés, les rails de dolly ont été ensevelis sous la boue et les provisions des équipes ont été emportées. Pour Carter, la catastrophe signifiait le retour Amérique, car la production était interrompue. Ce qui s'est passé ensuite allait changer sa vie. Alors qu'elle était de retour chez elle, elle a appris qu'elle avait décroché le rôle de Wonder Woman. Le timing n'aurait pas pu être plus opportun. Au lieu de retourner aux Philippines lorsque la production a finalement repris, son nouveau contrat l'a bloquée dans la série. Cette émission a duré de 1975 à 1969 et a fait d'elle l'une des stars les plus reconnaissables de son époque. Il est frappant de penser qu'une catastrophe naturelle l'a éloignée d'un rôle secondaire dans Apocalypse Now et l'a directement propulsée dans le rôle qui allait définir sa carrière. Coppola a finalement remplacé Miss May par Colin Camp. Mais la transition n'a pas été simple. Pour maintenir la continuité, Camp a dû poser seins nus dans le même style que Carter pour un nouveau centre de table. Certaines rumeurs suggéraient que pour certaines prises de vue, la tête de Camp avait même été placée sur le corps de Carter, bien que personne ne l'ait jamais prouvé. L'ascension de Lynda Carter pour devenir Wonder Woman a été loin d'être un parcours sans embûches.
Derrière le glamour du rôle se cachaient des déchets et des luttes, des risques et des expériences douloureuses dont le public savait peu de choses. Lorsqu'elle a auditionné pour la première fois pour le rôle, les chances étaient contre elle. Plus de 2000 actrices ont auditionné, dont des femmes qui deviendront plus tard des stars à part entière, comme Farrah Fawcett, Jacqueline Smith et Kate Jackson. Carter n'avait que 23 ans à l'époque, avec peu d'expérience d'actrice au-delà de son titre de Miss Monde USA. Elle était tellement fauchée qu'elle n'avait que 25 $ sur son compte bancaire lorsqu'elle a reçu l'appel qui allait changer sa vie. Même après avoir décroché le rôle, l'argent restait un problème. Pour l'épisode pilote, elle n'a été payée que 90 $ par semaine, à peine au-dessus du salaire minimum. C'était un contraste choquant avec le budget énorme que le studio a investi dans la production. Les choses se sont améliorées une fois que l'émission a été reprise, son salaire passant à 3 500 $ par épisode. Lors de la dernière saison, elle gagnait plus d'1 million de dollars pour l'année, un bond qui montre à quel point elle était devenue essentielle au succès de l'émission. Mais l'argent n'était pas le seul problème. Le célèbre costume de Wonder Woman avait l'air glamour à l'écran. Pourtant, il était une source constante de problèmes coulisses. Le haut sans bretelles glissait souvent pendant les cascades, obligeant l'équipe à utiliser du ruban adhésif et des adhésifs pour le maintenir place. L'aigle métal s'enfonçait douloureusement dans sa peau, laissant des marques que les maquilleurs devaient dissimuler. Le tissu serré limitait ses mouvements, causant des problèmes de circulation et rendant les cascades encore plus difficiles. Pendant les scènes aquatiques, le modèle de bikini original s'est avéré impossible à gérer, ce qui a forcé la production à passer à une combinaison de plongée. Carter a admis plus tard que le costume lui donnait l'impression d'un cauchemar qu'elle devait combattre chaque jour. Son engagement envers l'authenticité l'a également mise en danger réel. Dans un épisode, elle a insisté pour effectuer elle-même une cascade hélicoptère, suspendue à 50 pieds dans les airs sans équipement de sécurité approprié. Les producteurs étaient furieux quand ils l'ont découvert, mais Carter avait déjà risqué sa vie pour que la scène ait l'air réelle. Sa doublure, Jeannie Epper, s'occupait des tâches les plus dangereuses. Pourtant, la volonté de Carter de se dépasser la maintenait constamment exposée au risque de blessure. Ses choix ont eu des effets durables sur son corps, entraînant des opérations et des années de douleur dorsale. La douleur l'a finalement poussée à dépendre de médicaments d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Une lutte privée qui a pesé lourdement sur elle pendant le milieu de sa vingtaine. Le rôle a également entraîné des invasions effrayantes de sa vie personnelle. Alors que l'émission gagnait popularité, des fans obsédés ont franchi des limites dangereuses. Un caméraman a percé un trou dans le mur de sa loge pour l'espionner pendant qu'elle se changeait. Il a été pris et renvoyé, mais le mal était fait. Elle se sentait exposée et danger. Et le harcèlement ne s'est pas arrêté là. Des fans la suivaient, certains allant même jusqu'à pénétrer dans ses espaces privés, la laissant dans un état de peur constant malgré le fait qu'elle incarnait la femme la plus forte de la télévision. Pour ajouter à la pression, une bataille acharnée s'est engagée entre les chaînes. ABC, qui a diffusé la première saison se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, a traîné les pieds pour renouveler la série raison du coût élevé de la production de décors d'époque. CBS est intervenu avec une offre, mais a exigé que l'intrigue se déplace dans les années 1960 modernes. Ce changement a complètement transformé l'émission, supprimant la plupart des acteurs originaux et laissant Carter comme le seul lien réel avec la version originale. Elle a porté l'émission à travers la transition. Mais le changement a révélé à quel point même une série à succès pouvait être fragile sous la pression de la politique des chaînes. Au-delà des batailles de l'industrie, Carter a été confronté à l'hostilité de groupes extérieurs. Le message de Wonder Woman sur l'autonomisation des femmes dans les années 1970 s'est heurté aux critiques conservatrices qui considéraient le personnage comme une menace pour les valeurs traditionnelles. Carter a reçu si souvent des menaces de celle de mort qu'elle a déclaré plus tard qu'elle aurait pu tapisser sa maison avec.
Les menaces l'ont obligée à vivre avec des mesures de sécurité et une prudence constante. L'ironie était douloureuse. Alors qu'elle jouait la femme la plus forte à la télévision, dans la vraie vie, elle se sentait souvent impuissante face aux dangers qui se refermaient sur elle. Mais 1978, au sommet de sa gloire de Wonder Woman, Linda Carter a sorti son premier album, Portrait, chez Epic Records. L'album contenait 12 titres remplis de son pop et disco, et Carter a même coécrit 3. Malgré sa popularité à la télévision, l'album n'a pas décollé. Les stations de radio l'ont peu diffusé, et les singles All Night Song et Toto n'ont jamais pris leur envol. C'était un dur rappel que la célébrité à la télévision ne garantissait pas toujours le succès dans la musique. 2 des chansons ont fait leur chemin dans un épisode de Wonder Woman l'année suivante, mais les mauvaises ventes ont empêché Carter de sortir un autre album pendant plus de 3 décennies. Même temps, elle était déterminée à montrer qu'elle pouvait se produire direct. À l'été 1978, elle s'est montée sur scène au Caesars Palace à Las Vegas. Les critiques sont arrivés prêts à être sceptiques, mais elle les a surpris. Les spectacles ont été salués et elle a conquis le public par son énergie et sa présence. Alors que son album ne s'était pas bien vendu, ses performances directes ont été considérées comme un succès et ont prouvé qu'elle avait plus à offrir que son rôle de Diana Prince. Lorsque Wonder Woman s'est terminée 1969, Carter a été confrontée à une transition difficile. Les rôles d'actrice se sont faits rares et elle s'est rapidement retrouvée aux prises avec le typecasting. Pendant cette période, l'alcool est devenu un moyen d'anesthésier ses sentiments. Ce qui avait commencé comme une boisson occasionnelle s'est rapidement transformé en problème. Des amis ont remarqué qu'une fois qu'elle commençait, elle ne pouvait souvent plus s'arrêter. Son mariage avec Ron Samuels a souffert et 1982, la relation avait pris fin. Elle a admis plus tard qu'elle avait essayé d'arrêter seule à plusieurs reprises, surtout pendant sa grossesse. Mais le cycle de rechute et de regrets la ramenait sans cesse arrière. 1984, Carter a retrouvé l'amour lorsqu'elle a épousé l'avocat Robert Altman. Ensemble, ils ont fondé une famille avec 2 enfants, James et Jessica. Mais leur bonheur a été mis à l'épreuve au début des années 1990 lorsque Altman a été inculpé dans un énorme scandale bancaire. L'affaire comportait la menace d'une peine de prison et le procès a été suivi de près par les médias. Tout au long de cette épreuve, Carter est resté à ses côtés, assistant à chaque audience. Lorsque le jury l'a finalement acquittée de toutes les charges, elle a sauté dans ses bras, soulagée. Alors que le cauchemar de près de 3 ans était enfin terminé, et même si son mariage retrouvait une certaine stabilité, les luttes personnelles de Carter se sont poursuivies. Les années qui ont suivi son premier mariage ont été marquées par un chagrin d'amour, notamment une fausse couche, qui a accentué la douleur qu'elle portait déjà elle. L'alcool est resté son moyen de faire face, et à la fin des années 1990, il était devenu impossible de l'ignorer. Cette fois, avec le soutien de son mari, elle a demandé de l'aide dans un centre de réadaptation du Maryland. Le processus a été épuisant, mais elle a admis que c'était la seule voie à suivre. La thérapie et les groupes de soutien l'ont aidée à faire face aux raisons de sa consommation d'alcool. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. 2008, elle a publiquement partagé son histoire de dépendance et de rétablissement, espérant que cela encouragerait d'autres personnes à demander de l'aide. Ces batailles ne se sont pas arrêtées là. 2003, sa mère, Juanita, a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer. Autrefois une femme forte et indépendante, Juanita a commencé à perdre la mémoire et son autonomie. Carter voyageait souvent pour s'occuper d'elle, observant le lent déclin avec amour et chagrin. Après la mort de sa mère, elle est devenue une défenseur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, déterminée à honorer sa mémoire et à sensibiliser le public, particulier au sein de la communauté hispanique, qui est plus à risque de contracter la maladie. Tout au long de cette période, Carter a continué à faire face au côté sombre de la célébrité.
Elle a révélé des années plus tard que pendant le tournage de Wonder Woman, elle a subi du harcèlement sexuel, notamment un caméraman qui avait secrètement percé un trou d'espion dans sa loge. Elle a également parlé d'abus de la part d'une figure puissante à Hollywood, quelqu'un qui, selon elle, avait fait du mal à de nombreuses femmes. Malgré ces expériences douloureuses, elle a refusé de les laisser la définir, utilisant plutôt sa voix pour avertir les autres et faire pression pour un changement. 1984, Linda Carter est revenue à la télévision avec Partners in Crime aux côtés de Lonnie Anderson. Les critiques ont été impitoyables. Une critique l'a qualifiée de pire émission de la saison, peut-être même de la décennie. Ils se sont moqués de sa production bon marché et de son écriture maladroite. L'émission n'a duré que 13 épisodes, diffusés de la fin du printemps à novembre, et détient une note de 6,3 sur 10 sur IMDb. Carter jouait Carol Stanwyck, une photographe new-yorkaise élégante qui a déménagé à San Francisco pour diriger une agence de détectives avec le personnage d'Anderson après le meurtre de leur ex-mari commun. Le projet était chaotique, avec des changements de scénario de dernière minute et un budget serré. Carter a admis plus tard qu'elle s'était sentie misérable pendant le tournage. Pourtant, elle et Anderson ont toutes deux offert des performances professionnelles qui ont montré l'étendue du talent de Carter au-delà de sa célébrité de Wonder Woman. 10 ans plus tard, Carter a joué un rôle très différent dans Hawkeye. L'émission a été diffusée de septembre 1994 à mai 1995, avec 22 épisodes tournés entièrement Colombie-Britannique. Carter a joué Elizabeth Shields, une femme de Virginie qui a construit un poste de traite à Fort Bennington pendant la guerre de la Conquête. Son histoire a commencé par une tragédie lorsque son mari William a été trahi et tué par son frère, le capitaine Taylor Shields. À partir de là, elle est devenue une femme d'affaires indépendante, tout développant une relation avec Hawkeye, jouée par Lee Horsley. La série a obtenu une note de 7,8 sur 10 sur IMDb, bien meilleure que Partners in Crime, et a montré que Carter pouvait diriger un drame sérieux. Dans les années 2000, Carter a utilisé des apparitions intelligentes pour se connecter avec de nouveaux publics. Dans Smallville, elle s'est rattachée à l'univers DC qui l'a rendue célèbre, tandis que son rôle de 2013 dans Mon oncle Charlie était un clin d'œil à sa légende. Elle s'est jouée elle-même tant que béguin d'enfance d'Alan Harper, transformant l'épisode un clin d'œil amusant à son statut d'icône. Ses apparitions, ainsi que des apparitions dans des émissions comme New York Police Judiciaire, l'ont maintenue sous les feux de la rampe, tant auprès des fans de super-héros que des téléspectateurs de comédie grand public. 2005, Carter a joué un rôle qui a mélangé nostalgie et attrait nouveau. Elle a joué le rôle de la directrice Powers dans Sky High de Disney, un film sur un lycée pour super-héros. Son personnage, secrètement une comète d'énergie cosmique, intimidait les élèves dès qu'elle entrait dans le couloir. Carter elle-même a convaincu le réalisateur Mike Mitchell d'étendre les pouvoirs du personnage, insistant sur le fait d'avoir engagé la Wonder Woman originale signifiait que le rôle devait avoir un réel poids. Le film a rapporté 63,9 millions de dollars aux États-Unis et a présenté Carter à une nouvelle génération de familles et d'enfants. 2016, elle a fait son retour le plus significatif à la télévision sur le thème des super-héros avec Supergirl. Carter a joué le rôle de la présidente Olivia Marsden, la première femme présidente dans l'univers de la série. Les fans étaient ravis de voir la Wonder Woman originale incarner une dirigeante puissante. Son personnage est apparu pour la première fois dans l'épisode Bienvenue sur Terre, où elle a soutenu une législation sur les droits des extraterrestres. Le plus grand rebondissement est survenu plus tard, lorsque Marsden s'est révélée être une métamorphe d'Erland, un secret caché pendant plusieurs saisons. Le rôle a duré de 2016 à 2018 et a marqué sa participation récurrente la plus importante depuis Wonder Woman. 2 ans plus tard, mars 2018, Carter a révélé des expériences troublantes qu'elle avait gardées secrètes pendant des décennies. Elle a déclaré qu'un caméraman sur le plateau de Wonder Woman avait percé un trou dans le mur de sa loge pour l'espionner.
Il a finalement été renvoyé après la découverte. Elle a également confié avoir été harcelée par une personnalité influente d'Hollywood qui avait déjà subi des conséquences pendant le mouvement Matri Me Too. Carter a admis qu'elle n'avait jamais signalé les incidents à l'époque, se demandant qui l'aurait cru. La même année, Carter s'est également retrouvé au centre d'un débat lorsque le réalisateur James Cameron a dénigré la Wonder Woman de Gal Gadot. Il a qualifié le film de pas arrière et a déclaré que Gadot n'était rien de plus qu'une beauté époustouflante. Carter a riposté publiquement, disant à Cameron d'arrêter de dénigrer le film et défendant à la fois Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins. Elle lui a rappelé que les femmes étaient plus que la somme de leurs parties et l'a accusé de ne pas comprendre le personnage. Bien que sa défense ait été forte, des commentaires ultérieurs suggérant que Wonder Woman 3 pourrait n'avoir lieu qu'avec suffisamment de pression des fans ont conduit à des spéculations sur les tensions entre elle et la nouvelle version du rôle. La carrière de Robert Altman a autrefois causé plus de douleur que de réconfort à Lynda Carter. Au début des années 1990, il a été entraîné dans l'effondrement de la Banque de crédit et de commerce internationale, un scandale qualifié de plus grand scandale de l'histoire financière. Près de 20 milliards de dollars ont été perdus, volés ou détournés. Altman, alors président de la First American Bank, a été accusé de 8 crimes, dont corruption et tromperie du gouvernement. L'affaire a traîné pendant 2 ans et demi. Son procès à lui seul s'est étendu sur 5 mois, avec 45 témoins et 15 000 pages de témoignages. Lui et son mentor, Clark Clifford, ont perdu leurs emplois de banquiers puissants et le cabinet d'avocats qu'ils avaient construit ensemble. Bien que Altman ait été acquitté en 1993, les dégâts financiers laissés derrière étaient énormes. Tout au long de cette épreuve, Carter a refusé de le quitter. Elle a déclaré au Washington Times qu'elle était certaine que la vérité finirait par triompher et qu'elle soutenait fermement son mari. Des rumeurs ont ensuite circulé selon lesquelles Carter avait passé des décennies à se battre contre Warner Brothers pour les droits d'auteur liés aux produits dérivés de Wonder Woman. Bien que son interprétation de la super-héroïne de 1975 à 1969 ait fait d'elle une icône durable, il n'y a aucune preuve réelle qu'elle ait passé des années enfermée dans des batailles juridiques avec le studio. Ce qui peut être dit avec certitude, c'est que sa version de Wonder Woman est restée si aimée qu'elle a été honorée à nouveau lors du 50e anniversaire du personnage. Des histoires ont également circulé au sujet d'un projet de restaurant raté appelé Carter's Kitchen qui aurait fonctionné entre 2008 et 2012. Aucune preuve fiable ne lie Carter à un tel projet. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a consacré son énergie à faire du travail de charité et à s'occuper de sa famille, et non à diriger une chaîne de restaurants. Le krach financier de 2008 a durement touché des millions d'Américains. À l'époque, près d'un quart des foyers américains valaient moins que les prêts qui les grevaient, et la valeur des actions avait chuté d'environ 50%. Certains pensent que Carter et Altman ont été forcés de vendre des biens immobiliers à des prix très bas pendant cette période. Pourtant, il n'y a aucune preuve documentée de cela non plus. Leur maison près de Washington, D.C., un manoir de 18 000 pieds carrés construit en 1987, leur est resté. Fait, Altman allait plus tard inverser la tendance dans l'industrie du jeu vidéo. Sa société, ZeniMax Media, a finalement été vendue à Microsoft pour 7,5 milliards de dollars, redonnant à la famille une grande partie de la sécurité qu'elle avait perdue. Aujourd'hui, la valeur nette de Lynda Carter fait encore débat. Certains rapports l'estiment à 10 millions de dollars 2025, tandis que d'autres la situent à 12 millions de dollars 2024. La vérité est difficile à cerner. La fortune des célébrités comprend souvent des investissements privés, des biens immobiliers et des droits d'auteur qui ne sont pas publics. Sa carrière d'actrice, sa musique et ses apparitions dans des projets récents comme Wonder Woman 1944 et la série télévisée Supergirl ont ajouté un revenu stable. Le succès de ZeniMax, que Altman a construit avant sa mort 2021,
a également augmenté la richesse de la famille. Depuis qu'elle a perdu son mari à cause d'un cancer du sang rare, Carter s'est appuyée sur sa fille Jessica, aujourd'hui âgée de 32 ans. Les deux partagent un lien étroit, se produisant ensemble et apparaissant souvent côte à côte lors d'événements. Carter parle toujours chaleureusement de sa fille et partage des moments de leur vie avec ses fans. Bien qu'elle ait été confrontée à un deuil profond, elle reste active à 72 ans. Elle consacre du temps à soutenir des causes telles que la recherche sur la maladie d'Alzheimer, un combat qui est devenu personnel après que sa mère a lutté contre la maladie. Des interviews récentes la montrent de bonne santé et engagée dans sa